Louis XIV, le roi Soleil. Bienvenue dans la partie 3 du journal secret de Louis XIV. Bonne écoute à tous. Bonsoir à tous. Alors, je vous avais fait le début du journal qui, je vous le rappelle, a commencé à la mort de Mazarin en 1661. J'avais fait ça jusqu'en 1668 pour la deuxième partie. Je vais donc maintenant entamer l'année 1669. Le 3 de janvier, je fus en compagnie de la reine me recueillir en l'église Sainte-Geneviève. Le 31 janvier, le duc de Lorraine, c'est une chose bien surprenante, fit don de tous ses états la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu. Le 6 février, rassuré par nous, Molière joua enfin son Tartuffe, hier au Palais Royal. C'est la comédie en sa totalité qui est maintenant en 5 actes. Il paroit que ce nouveau spectacle fut pour la troupe un triomphe. 13 février, hier en ce jour, nous fûmes en compagnie de la reine et des dames, passer en revue les troupes de ma maison dans la plaine de Boulogne. 20 février. Par lettre patente datée de ce mois, je légitimois mon fils Louis de Bourbon, comte de Vermandois, qui naquit en octobre de 1667. Colbert est secrétaire d'État dans la charge dont s'est démis M. de Guénégaud. 7 mars. Colbert, déjà chargé de la maison du roi, obtient en outre le département de la marine. Le 31 mars, Rochefort est devenu bourg clos. Nous avons demandé au sieur Colbert de Théron de faire de ce lieu un arsenal et port de guerre. Le 20 avril, veille de la résurrection, je fis mes dévotions à Saint-Germain-l'Auxerrois, puis à Loie au manège, afin d'y toucher les pauvres malades. L'après-dîner, je fis avec monsieur mes stations à Notre-Dame, ainsi qu'à l'Hôtel-Dieu. Nous restâmes cet hiver aux Tuileries plus longtemps qu'il n'était prévu, à cause que les travaux entrepris à Saint-Germain empêchèrent d'y habiter aisément. 29 avril. Nous sommes revenus à Saint-Germain. ATH est vraiment éblouissante de beauté et d'esprit. Le 3 de juin. Depuis le 15 mai, je n'ai cessé de passer en revue les troupes de ma maison et de les faire exercer. Dans quelques jours, je veux les passer encore en revue en présence des ambassadeurs, ministres et envoyés étrangers. 29 juin. Je suis à Versailles enfin pour 2 ou 3 jours. L'assise du château neuf est fort avancée. Les murs du rez-de-chaussée sont maintenant presque achevés. Je montre au roi ma satisfaction à Levaux. Nous signâmes ce mois-ci un édit créant une compagnie du Nord. 15 juillet. Depuis le 25 de juin, nous n'eûmes aucune nouvelle de notre intrépide cousin le duc de Beaufort, disparu à Candie en pleine bataille. S'il avoit été fait prisonnier, on pense généralement que les Turcs ou les Barbaresques eussent réclamé une grosse rançon vu sa gloire et son rang. Le 32 juillet. Notre édit daté de ce mois remet à la noblesse graduelle les magistrats des cours ayant auparavant eu le privilège de noblesse au premier degré. Autant la plume nous agrée, autant nous sommes satisfaits des services des maîtres des requêtes, intendants et conseillers d'État, autant la robe nous irrite parfois, ne justifiant guère ses prétentions et ses prérogatives. Mardi 13 août. Je vins en Parlement tenir lit de justice pour l'enregistrement d'une suite d'actes fort importants, presque tous inspirés ou écrits par Colbert et qui compteront à coup sûr pour le renom de notre règne. Se trouva parmi d'autres 1. L'édit de juillet, mentionné ci-dessus. 2. Une grande ordonnance sur les eaux et forêts que Colbert établit avec un soin extrême et une connaissance prodigieuse de ces matières. On le surnomme déjà le Code forestier. 3. Une ordonnance générale pour la réformation de la justice qui complète notre code Louis de 1667. 4. Une ordonnance sur le commerce de mer qui dit nommément que les nobles, s'ils peuvent consacrer sans déroger. 5. Une ordonnance sur la qualité des draps et des toiles par laquelle Colbert veut diminuer les achats en pays étrangers, lesquels font fuir notre bonne monnaie. 6. Un règlement pour les soies dont le but est dessein et semblable. 7. Une ordonnance pour les rapports entre les manufactures et les autorités du lieu où elles sont établies. Je n'ai cité que les actes principaux. Les longues robes n'ont peut-être songé qu'à leur amour-propre. Pour moi, je sais que cette séance au Parlement marquera mon règne.
Le contenu de ces grandes ordonnances devra faire considérer Colbert comme le nouveau Solon, le nouveau Papinien, le nouvel Ulpien. Je n'en sors roi être jaloux puisque les princes gagnent toujours à s'entourer d'excellents jurisconsultes. Il se peut que je sois un jour, par la vertu de Colbert, le nouvel Auguste ou le nouveau Justinien. Le 15 août de Notre-Dame de l'été, nous assistâmes à la procession du vœu du roi Louis XIII, notre père, qui se fit dans la cour du château. Le 4 septembre, ce jour parut un édit inspiré de Colbert pour assurer le recrutement des matelots de notre marine. Le 6 septembre, je vins à Saint-Germain, à Versailles, pour naviguer sur le Grand Canal à bord d'une galiote que fit l'ingénieur Leroy. Le 10 septembre, la princesse Henriette de France, reine d'Angleterre, mourut ce jour à Colombes. Nous allâmes aussitôt à Saint-Cloud consoler madame de la perte de sa mère. Le 13, le marquis de Montespan vint à Saint-Germain sans y être prié. Il me fit un sermon de morale avec référence à l'adultère du roi David et brandit la menace d'un châtiment divin. Le 15, il paroit que M. de Montespan dit des insolences à Mme de Montausier et le roi traité d'entremetteuse. Je décidai de le faire arrêter sur le champ. Le 13, l'abbé Bossuet fut nommé évêque de Condom. Le 19, nous arrivâmes à Chambord où nous attendent les plaisirs de la chasse et les comédies de Molière. Pour nous requis et même bousculés, il n'y aura eu qu'un mois pour écrire la pièce dont la cour aura les prémices. Le 24 septembre, le marquis de Montespan fut enfermé au Fort-l'Évêque. Nous nous serions le laisser en prison, mais je le puis exiler sur ces terres, où il retrouvera peut-être la paix de l'âme. Les Turcs ont pris Candie. Il n'y a plus d'espoir de retrouver vivant monsieur le duc de Beaufort. Le 6 octobre, Molière donna Monsieur de Pourceaugnac, comédie-ballet en 3 actes, fait exprès pour notre divertissement. La musique est de Lully, à quelqu'un me disant ce soir « Sire, est-ce vraiment de l'auteur du Misanthrope ?» Je répondis « Il y fallit, je crois, monsieur, autant de génie. » Le 12 novembre, Colbert a bien fait les affaires de la marine. La disparition de monsieur de Beaufort a permis de supprimer l'office de grand maître de la navigation. Nous avons alors rétabli celui d'amiral de France, offert aussitôt à mon fils, le duc de Vermandois. Comme ce prince n'a que 2 ans, Colbert est libre de ses mouvements en qualité de ministre. 16 novembre. L'abbé Bossuet fit ce jour à Sainte-Marie de Chaillot, en présence de monsieur, l'oraison funèbre de la reine d'Angleterre, Henriette Marie de France, notre tante. Le 29, j'ai pourvu de la charge de notre lieutenant général au gouvernement de Provence, monsieur le comte de Grignan, qui est gendre de madame de Sévigné. J'ai envoyé à Rome en vue d'un conclave qui ne saurait tarder. Le cardinal de Rais, en qui on peut enfin faire confiance, je l'espère. 10 décembre. Par lettre patente de ce jour, je fis reprendre les travaux interrompus à l'hôpital de la Salpêtrière. Le Vau construira l'église. 13 décembre. Le sieur Racine fit jouer la tragédie de Britannicus, inspirée de Tacite. J'avois eu connaissance, d'après dîner, de la mort du pape Clément IX, dès longtemps attendu, car sa santé chanceloit fort. Le 26 décembre. À Rome s'ouvrit il y a 6 jours le conclave chargé de trouver un successeur au défunt pape. Je sais que les cardinaux François seront vigilants. Le 31 décembre, j'attends d'un jour à l'autre la signature du traité secret que nous avons proposé à monsieur l'électeur de Brandebourg. Nous nous entendîmes des bâtiments, moi et notre fidèle Colbert. Les dépenses de 1669 firent de plus de 5 224 000 livres, 1 108 000 livres pour les palais parisiens, 676 000 à Versailles, 514 000 livres pour Saint-Germain, 110 000 livres à Vincennes, sans oublier la grosse somme attribuée aux gens de lettres François, et même étrangers, montant cette année à 108 000 francs. Cela me semble un seuil à ne point dépasser. Ce journal trop bref et de part trop lié à l'éphémère n'a point marqué en son temps ma tentation de jeter bas le petit Versailles, par moi héritier. Et ma décision définitive depuis le mois d'octobre de relier Châteauneuf et Châteauvieux afin de respecter la demeure qui fut celle de mon cher père et celle de mes premiers amours. Voilà clos l'année 1670. Je vais donc entamer l'année 1670. En janvier, Colbert rédigea pour la plus grande part une ordonnance sur le recrutement des matelots nécessaires à l'armée navale. Je passois en revue dans les plaines douilles ma gendarmerie. 4 février. À Saint-Germain, j'offris à la cour pour le carnaval une fête dès longtemps prévue, le divertissement royal.
Molière y pourvoit inventé à son gré, sauf à suivre le sujet à lui proposé. Deux princes rivaux résidant en la vallée de Tampé, avant les jeux phytiques, cherchent à séduire une princesse et sa mère grâce à 1000 galanteries. Il fit de cette manière une comédie-ballet en 5 actes, les amants magnifiques avec des effets qui charmèrent. Le 31 mars, ATH mit au monde à Saint-Germain un fils dont le destin de son roi m'est indifférent. Elle n'est toi pas mariée. ATH, au contraire, est en puissance de mari. Quand le dit mari sera-t-il odieux et méprisable? En résulte que la naissance de ce Louis-Auguste, révélant un double adultère, requiert maintes précautions pour l'honneur de la reine et celui de la couronne et de moi. Le 5 avril, samedi saint, je fis mon bonjour à Saint-Germain-en-la-Paroisse avant d'aller au Récollet, où je touchois plus de 800 pauvres malades. Mardi 8 avril, fus à Paris pour le baptême de Mademoiselle de Valois, troisième enfant de monsieur. Cela me permit d'admirer la belle œuvre de l'Observatoire, elle est de monsieur de Perrault, et d'inspecter les travaux qui présentement se font tant au Louvre qu'aux Tuileries. 30 avril, on m'assure que le Vivarois est en rébellion. 21 juin, Madame nous revient de Douvres, où elle négocia et signa en notre nom un traité secret avec son frère, notre cousin Charles II d'Angleterre. C'est un préservatif, en effet. Nous nous devons précautionner en cas d'une guerre contre l'Hollande. 17 de juin, Monsieur le lieutenant civil, qui est dreux, d'Aubray, fut empoisonné, comme son père l'avait été il y a 4 ans ou environ. 30 juin, Madame, hélas, mourut à Saint-Cloud, heureusement assistée par l'abbé Bossuet. Cela fut si rapide et inattendu qu'on parlera à coup sûr de poison. Je pleure cette jeune et belle princesse qui fut ma cousine et ma sœur. Le 6 août, on posa ce jour la première pierre de l'arc de triomphe du faubourg Saint-Antoine, voulut me rappeler nos conquêtes de Flandre et de Franche-Comté. Ce monument fut conçu par M. Perrault, premier commis des bâtiments, factotum de M. Colbert. 17 août. Demain sera vérifiée au Parlement notre déclaration établissant l'hôpital des enfants trouvés. Jeudi, on va célébrer à Saint-Denis un service à la mémoire de la pauvre madame. La révolte de nos sujets du Languedoc est domptée. L'ordre règne en Vivarois. 18 août. Notre ordonnance criminelle de ce mois, suite au Code Louis, fait la conversation générale de Paris. Elle vit le jour comme l'ordonnance civile de 1667 par le mérite infini de Colbert, lequel y mit de concert avec monsieur le président de Lamoignon beaucoup de bon sens et de sagesse. Ils n'empêchèrent monsieur Pussort d'aggraver les peines corporelles. On comprendra désormais que le président siècle ne refuse point les lumières de la raison. Dès lors que la raison ne contredit ni la loi de Dieu, ni la loi de nature, nos juges ont d'autres tâches que d'obstiner dans la chasse aux sorcières. Le 21 août, l'abbé Bossuet, bientôt sacré évêque de Condom, fit à Saint-Denis une belle oraison funèbre pour madame. On m'assura que lorsqu'il dépeignit le fait si soudain de son trépas, madame se meurt, madame est morte, toute l'assistance s'éclata en sanglots. Le 5 septembre, Monsieur de Condom, Bossuet, devint le précepteur du dauphin en remplacement du pauvre président de Périgny décédé. Monseigneur sera donc toujours en bonne main. 22 septembre, Monsieur le maréchal de Créqui, que nous chargeâmes de réduire la Lorraine, prit Épinal le 19. L'abbé Bossuet fut le 21 sacré devant la grande assemblée du clergé. Le 13 octobre, la cour me suit à Chambord, où nous arrivâmes le 9 pour le plaisir de la chasse et celui de la comédie. On m'apprend que notre premier architecte, le sieur Levaux, homme de grand talent, mourut à Paris avant-hier. Il fit les plans de Vaux-le-Vicomte et du collège Mazarin ou des 4 nations. Travailla au Louvre, aux Tuileries et à Versailles, où il édifia cette année le Trianon de porcelaine que le sieur d'Orbay ne manquera point maintenant d'achever. Mardi 21 octobre. Pour la 4e fois en 8 jours, nous avons goûté et savouré Le bourgeois gentilhomme, une comédie en 5 actes que Molière écrivit depuis le temps de Pâques. Un vrai ragoût par la nouveauté. L'adresse, la drôlerie, la juste présentation des caractères, la fantaisie aussi et les bizarreries allant à l'extrême. Molière tenait le rôle central, celui de monsieur Jourdain, le bourgeois qui veut mettre en gamme belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour, et qui fait de la prose sans le savoir. Il n'est point de comédie plus plaisante. Je la ferai représenter encore longtemps. 1er novembre, le sermon du père Bourdaloue pour la fête de la Toussaint fut magnifique, son compliment trop beau.
La reine fit grand éloge de la messe pontificale célébrée par l'archevêque de Paris. Le 10 de novembre, voici encore du nouveau. Charles IV, notre turbulent voisin, céda les duchés de Lorraine et de Bar à son neveu le prince Charles. Je note qu'il en avoua d'abord fait don à la France en 1662, puis ensuite à la bienheureuse Vierge Marie en 1669. Le roi très chrétien avait-il déclaré n'osera point disputer le duché à la très sainte Mère de Dieu. Le 22 novembre. Hier, les comédiens de l'Hôtel de Bourgogne jouèrent Bérénice, tragédie du sieur Racine. Or, il paroit que dans 8 jours ou environ, la troupe de Molière va donner un Tite et Bérénice du vieux Corneille. Du 18 décembre. Ayant pesé tout inconvénient de l'affaire et au risque de provoquer ses larmes, j'interdis à mademoiselle d'épouser monsieur de Lauzun, qui est mon ami et un peu mon favori, mais simple gentilhomme, trop ambitieux pour être sûr, trop changeant pour se montrer fidèle, trop gentilâtre pour épouser une petite fille de France. Le 31 décembre, je travaillais avec Colbert, il m'apprit que le graveur d'Israël Sylvestre, à qui l'on doit les belles vues des bâtiments royaux, fut reçu à l'Académie de peinture. À Versailles, les frères Marcy achevèrent le bassin de la Tonne, une œuvre superbe. Les dépenses des bâtiments montèrent pour cette année à près de 7 millions. Versailles avec 1 633 000 livres, l'emportant désormais sur le Louvre et les Tuileries, 1 150 000 livres, tout ensemble. Les gens de lettres ne furent point oubliés, qui nous ont coûté plus de 100 000 francs. Voici clos l'année 1670. Je vais maintenant poursuivre avec l'année 1671. Le 1er janvier mourut à Paris son archevêque, M. de Préréfix, prélat très zélé, ennemi du jansénisme. On lui doit l'histoire du roi Henri le Grand et il fut jadis notre précepteur. Le 17 de janvier, nous eûmes aux Tuileries, en la salle des machines, la représentation de Psyché, tragicomédie en ballet et en syntaxe, le tout fort plaisant. Cet ouvrage n'est point d'une seule main. Le plan et les 3 premiers actes sont de Molière, la mise en vers de la fin est de M. de Corneille-Lenné, les paroles des airs sont de M. Quinault, la musique est l'œuvre de Lully. Molière avoit été contraint de rechercher de l'aide, tellement je la vois pressée, voulant donner plusieurs fois ce magnifique divertissement avant le début du carême. On remarqua que la salle des machines, que fit le sieur Vigarani, merveilleuse pour les décors et leurs changements, n'avoit point un excellent sonnement. Nous fêterons le carnaval à Vincennes. Le 3 février. Ce jour, devant l'Académie, le sieur Pédisson fut un panégyrique. Il y présentoit mes mémoires pour l'instruction de Monseigneur, une œuvre qui avoit aidé à écrire sous ma direction, après Colbert, Rose et Périgny. À en croire Pédisson, mon texte renfermoit et révéloit les secrets de la royauté et les leçons éternelles de ce qu'il faut éviter ou suivre. De fait, jamais je ne prétendis à tant de profondeur ou de philosophie. Le 11 février. Je dus faire rechercher et ramener à la cour la duchesse de Lavallière, partie sans aucune permission chez les filles de Sainte-Marie en leur couvent de Chaillot. Le 12, nous pleurâmes de concert, elle et moi, dans le secret le plus absolu. Le 11 mars, un arrêt du Conseil fut publié pour la construction à Paris, au lieu de l'ancien rempart, d'un boulevard au nouveau cours. Peut-être n'habiterions-nous plus jamais les Tuileries. En ce cas, ce sera un cadeau d'adieu fait à notre ville capitale. Mardi 31 mars, nous avons acheté au sieur Jabache, dont les collections rivalisent avec celles du cardinal Mazarin, plus de 100 toiles originaires d'Allemagne. Ce Jabache possède encore plusieurs milliers de dessins de maîtres. 24 d'avril, nous séjournons à Chantilly, chez Monsieur le Prince, dont le contrôleur et homme de confiance, le sieur Vatel, se donna ce matin la mort, bouleversé qu'il aura été par le retard de la marée. Le ciel, ils veulent bien lui pardonner cet acte infâme. Le 25 avril, enfin vraiment en route pour les Flandres. La reine m'accompagne et une bonne partie de la cour, mais ce n'est point là voyage d'agrément. Sans cesse en querelle et contention avec l'Hollande. Il m'est indispensable de visiter dans le détail nos fortifications. Dimanche 31 mai, nous sommes à Tournai, ayant inspecté avec soin Montreuil, Boulogne, Gravelines, Armentières, Lille, Audenarde et surtout Dunkerque, où j'activois le travail des nouvelles défenses et le creusement du canal de Bourbourg. Le 14 de juin, nous sommes à Tournai encore depuis 2 semaines. Cette belle ville est chargée d'histoire, déjà considérable au temps de Jules César. Clovis en fut le roi, et peut-être qui dit naquit. Nous logeâmes à l'abbaye de Saint-Martin. Avant de quitter Tournai, j'ai mis des troupes à fortifier les lieux.
Les nouvelles de Paris me disent que la paix de l'Église profite aux suppôts de Port-Royal comme M. Nicole. Molière a produit et donné au public Les Fourberies de Scapin, une comédie qui déplaît aux raffinés, dit-on, mais amuse fort le plus grand nombre. Le 13 de juillet, nous inspections achevés, nous sommes de retour à Saint-Germain, où vient de mourir notre enfant Philippe, duc d'Anjou, qui n'ava point encore 3 ans. Pour en revenir à nos frontières, la guerre peut survenir, le royaume est bien gardé. 22 juillet, monsieur me traita à Saint-Cloud où nous fut offert un souper magnifique. Je raconterai à mon frère ma première confrontation avec le cardinal Mazarin. J'avais 6 ans en 1645. Le cardinal passa majestueusement devant le château de Compiègne, escorté d'une suite brillante. Je ne pus m'empêcher de clamer « Voilà le grand Turc !» Ensuite de quoi il me fallut affronter la reine notre mère, le cardinal et bien d'autres. Tous vouloient que je dénonçasse l'inspirateur de la boutade, je tins bon. L'on admira ma force d'âme et que je refusasse de compromettre le bon Laporte, mon valet de chambre. Mais à la vérité, d'inspirateur, je n'en avais aucun, hormis mon insolence que j'avoue aujourd'hui, après un quart de siècle de silence. Le 30 septembre, la cour cet été fut itinérante. Saint-Germain, Fontainebleau, Versailles. Le 1er de ce mois mourut à Paris monsieur de Lionne, notre fidèle serviteur et de l'État. Il n'avait pas 60 ans. C'était un négociateur né, le meilleur ministre du monde. Il avait travaillé à la paix de Westphalie, à la Ligue du Rhin, au traité des Pyrénées, à la paix d'Aix-la-Chapelle, toujours calme et serein, toujours infatigable. Je confie roi son département des affaires étrangères à monsieur de Pomponne, Arnaud, et en attendant son retour de Suède, monsieur de Louvois aura l'intérim de la charge. Le 10 de ce mois, monsieur d'Andilly père de monsieur de Pomponne vint me remercier à Versailles où nous fîmes en cours de promenade assaut de politesse et de galanterie. Le 15 novembre mourut ce jour madame la duchesse de Montausier née d'Angène, dame d'honneur de la reine et ancienne gouvernante des enfants de France. Avant que madame de Montausier fût au Louvre, l'hôtel de Rambouillet étoile le Louvre. Ce mot circule attribué à madame de Sévigné que je n'aime point mais que j'estime. C'est en l'honneur de la future duchesse dans les plus belles années de l'hôtel de Rambouillet qu'avait été jadis tressée en verre sous la houlette de Montausier la fameuse guirlande de Julie. Le 22 novembre, hier, à Châlons, fut célébrée l'union de monsieur avec une princesse palatine, Élisabeth Charlotte de Bavière, laquelle a 19 ans. Elle est fille de l'électeur palatin, elle n'a point, il s'en faut, de beauté de la première épouse de monsieur, mais on lui accorde d'autres qualités. La franchise, la solidité physique et morale, un fort bon sens, il paroit qu'elle aime les promenades, le cheval et les chasses, à court et qu'elle le fait à dos d'homme. Satisfera-t-elle son époux ? Je ne le puis savoir, mais quelle femme se pourra aujourd'hui vanter de satisfaire monsieur ? En attendant, la luthérienne qu'elle fut, il faut que la nouvelle madame se fasse catholique sur le champ. Pour de vrai, nous y veillerons. Le 25, je fis arrêter Lauzun, qui ne cesse de se rendre insupportable et dont les prétentions n'ont plus de bornes depuis qu'il eut l'espoir insensé d'épouser la grande mademoiselle. 28 de novembre, je vins à Villers-Cotterêts au-devant de la nouvelle madame. Elle n'est point belle, c'est vrai, assurément, mais elle n'est pas sans esprit, nous la guiderons de notre mieux. Le 30 novembre fut posée la première pierre de l'hôtel royal des Invalides, édifié selon les plans du sieur Bruand. Cet édifice, qui nous tint à cœur par-dessus tout, sera le monument du Dieu des armées et du Dieu de l'Évangile. 29 décembre, ce mois-ci fut composée une académie d'architecture dont nous attendons beaucoup. 31 décembre, avec Colbert, nous avons passé en revue les comptes des bâtiments. Les dépenses vont à plus de 7 millions, Versailles y est compris pour 2 620 000 francs, dont 139 000 pour le Trianon, mais il faudra bien que mon surintendant comprenne que cette résidence que j'affectionne n'est ni un caprice ni un goût éphémère. Sa façon de grogner donneroit assurément, s'il pouvait, l'observer des idées de Molière. Voilà, enfin clos l'année 1671. Je vais continuer avec l'année 1672 qui est extrêmement courte. Comme ça me permettra de conclure la troisième partie de Journal secret de Louis XIV. Je reprendrai donc jeudi prochain pour, disons, les prochaines années du Journal secret de Louis XIV.
Alors, l'année 1672, oui, il n'a pas écrit beaucoup, Louis XIV, donc ça sera sur 2 pages. Donc, année 1672, journal secret de Louis XIV. Le 28 janvier, le bonhomme Séguier, chancelier de France, mourut à Saint-Germain. Sa fin fut belle, pieuse, fort édifiante. Le vieil homme d'État avoir retrouvé toute sa tête, et il mourut comme un saint. Il était comte de Gien, duc de Villemort, commandeur de nos ordres, protecteur de l'Académie françoise, depuis la mort du cardinal de Richelieu. Il avoit exercé longtemps un grand pouvoir, et il fut durant sa vie entière un vrai mécénat, asile et protecteur des savants et des gens de lettres. 1er février, le marquis de Louvois, qui n'a que 31 ans, devint l'un de nos ministres d'État. Je pense tenir les sceaux tant que M. Séguier n'aura pas de successeur. Le 21 de mars, Molière joue une nouvelle comédie de son invention, Les Femmes savantes. On ne parle que de cette pièce depuis 10 jours, et maints connaisseurs la comptent parmi les plus beaux ouvrages de son auteur. Le sujet ravit le public. Il prolonge et il approfondit les précieuses ridicules. De surcroît, il semble que Les Femmes savantes sont une comédie avec des clés. Trisotin ne sera autre que l'abbé Cotin, de l'Académie françoise, avec lequel Molière avoit, dit-on, un différent vieux mais tenace. Vadius sera le très savant Monsieur Ménage. Lorsque Molière sera venu jouer sa pièce à Versailles, je chercherai à deviner, moi aussi, la vérité des personnages. En attendant, l'on insinue à la cour et à la ville que l'abbé Cotin s'est bien reconnu et n'est de colère point, mais que Ménage ne voit pas en quoi Vidius le peint droit. Bon prince, il aura partout déclaré que la comédie en cause était parfaitement belle. Le 30 mars, mourut à Paris le fameux Guy Patin, lecteur royal. Il avoit été en son temps doyen de la faculté de médecine de Paris, et il était l'adversaire déclaré de la circulation du sang dans le corps humain, au demeurant ayant la réputation d'être homme d'esprit. Le 6 avril, nous avons déclaré la guerre à la nation pleine d'orgueil et d'ambition qui fait obstacle au commerce de France et excite les huguenots de ce royaume. La République des Provinces-Unies, à qui s'interrogeoit sur l'opportunité de pareilles décisions, nous répondrions qu'elle est bonne. En effet, M. Colbert et M. de Louvois, qui sont souvent comme chien et chat, se retrouvent et se réconcilient sur le fait de cette guerre. 14 avril. J'ai confirmé le droit qu'a déjà Lully de diriger notre Académie de musique, faisant de sa surintendance un privilège presque exécutif. 23 avril. Au moment de partir pour la guerre, j'ai donné à la reine pouvoir de commander dans tout le royaume en mon absence. 25 avril. Transporté par la beauté du sermon de M. Bourdaloue, M. le maréchal de Gramont l'interrompit sans gêne ou réflexion, aucune criant « Mordieu, il a raison !» Je parvins à m'empêcher de sourire, mais madame, qui est toujours vive, elle, éclata de rire. 27 avril. Je suis passé au génitois, dans le dessein de prendre congé de quelqu'un qui m'est cher. ATH n'a pu retenir ni ses pleurs, ni son roi, ni les baisers que je lui donna. 10 mai. Nous sommes à Charleroi depuis 5 jours. De Paris vint le récit de la pompe funèbre de monsieur le chancelier Séguier, duc de Villemort, en l'église de l'Oratoire. Il apparoit que ce fut une admirable cérémonie, ce qui ne m'étonne point puisque la décoration avait été ordonnée par Lebrun. 12 juin, nous passâmes le Rhin près d'un gué en un lieu nommé Tolhuis, la maison du péage. D'abord ma gendarmerie et nos meilleurs cavaliers qui bousculèrent les escadrons hollandois, puis encerclèrent 2 régiments d'infanterie, puis moi-même avec notre infanterie qui acheva d'écraser la défense ennemie. Nos pertes furent infimes, comparées à l'importance de cette grande action. On eut pourtant à déplorer la mort du jeune duc de Longueville, courageux, il descend du brave Dunois, mais de part trop téméraire à ce que l'on m'a dit. Le 20 juin, la reine mit au monde le 14 à Saint-Germain un fils qui sera nommé Louis-François et portera le titre de duc d'Anjou. 27 juin, ATH de son côté a mis au monde le 20 au Génitois un garçon. Je souhaite qu'il soit nommé Louis César et pense à le faire un jour comte de Vexin. 1er août, je me retrouve à Saint-Germain après 3 mois de campagne. Malgré les efforts désespérés et en dépit de la valeur de leur flotte, les Provinces-Unies nettoient point de taille à nous vaincre. 27 août, en Hollande, le parti des réformés, fanatiques, tout dévoué à la maison de Nassau, prit le pouvoir après une sanglante rébellion. 4 novembre, le duc d'Anjou mourut à Saint-Germain. 31 décembre, la guerre d'Hollande peut durer et s'étendre. L'Académie françoise m'a supplié de lui servir de protecteur à la suite du chancelier Séguier.
J'ai accepté et de surcroît l'ai installé au Louvre, dans un lieu digne de sa réputation. L'année écoulée fut favorable aux gazettes. Elle a vu naître le journal du Palais, le sieur Donneau a visé et créé le Mercure galant. Enfin, nous avons confirmé le privilège de la Gazette de France en faveur de M. Reynaudot, le fils, et les dépenses des bâtiments pour 1672, diminuées en raison de la guerre, ont monté à 4 152 000 livres, dont 2 millions pour Versailles et 120 000 francs pour Trianon. Voilà clos l'année 1672. Je vous remercie d'avoir écouté la lecture du journal secret de Louis XIV, troisième partie. Nous entamerons la quatrième partie jeudi prochain, tout en sachant que mardi, je vous ferai une histoire de France que je n'ai pas encore conclue. Je ne sais pas ce que je vais vous faire. Je vous ai fait une reine, là, je vous ai fait Catherine de Médicis. Je pense peut-être vous faire un roi, comme je finis le Louis XIII, et comme c'est tout frais dans ma mémoire, je vous ferai peut-être mardi un Louis XIII. Eh ben, je vous remercie. Et j'espère que ceux qui ne seront pas présents ou qui sont venus en cours de route ne s'offusquent pas. Ce salon est enregistré, donc tout le monde aura la possibilité de l'écouter. Nous espérons que le récit sur Louis XIV partie 3 vous aura plu. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle histoire de France, le journal secret de Louis XIV partie 4.